Caméra Obscura 3.0, votre podcast sur l'avenir du marketing digital et des nouvelles technologies. Bienvenue dans le podcast de l'agence Cyril Digital. Je suis Florian, marketing manager au sein de l'agence, et aujourd'hui on est ensemble pour parler de l'importance de créer une identité visuelle forte et remarquable pour une marque et en quoi l'IA peut aider. Donc je suis présent aujourd'hui avec Lorenzo De Bortoli, directeur artistique de l'agence Cyril Digital depuis plus d'1 an, Cyril, le fondateur de l'agence, expert en marketing de contenu, et notre invitée Aurélie Fourment, designer graphique, directrice artistique depuis 20 ans, donc 14 ans en tant qu'indépendante avec Affix. Aurélie, je te laisse te présenter, si tu veux bien nous expliquer un peu ton parcours, puisque tu as aussi une approche neurocognitive et comportementale du coup. Oui, alors c'est ça, donc à la base, donc, je suis designer graphique, directrice artistique, donc indépendante maintenant depuis plus de 15 ans, mais une carrière de 20 ans. Et donc, ce qui m'a amené aux sciences cognitives et précisément aux neurosciences, c'est le fait qu'en tant que designer, tu travailles pour les humains. Donc c'est une approche qui est centrée humain, évidemment avec le design thinking. Et tout ça, petit à petit, m'a amené à approfondir mes techniques et donc à me former en approche neurocognitive et comportementale. Et puis d'autres formations, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, d'autres formations en sciences cognitives, qui aujourd'hui me permettent d'avoir une pratique beaucoup plus fine quant à l'approche de mes cibles et des messages à faire passer. Voilà. Première question, c'est quoi une identité visuelle pour une marque ? C'est très vaste comme question. Alors, une identité visuelle pour une marque, c'est à travers un logo qui a un symbole graphique, une typographie. Alors évidemment, il existe plein de logos, de styles de logos. Il faut raconter une histoire, il faut parler des valeurs de la marque. C'est ça. On raconte une histoire en fait juste avec une image et une typographie. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui va faire la singularité d'une marque, en tout cas pour l'identité visuelle. Mais évidemment, ce qui fait une marque, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais pour l'identité visuelle, c'est ça. On raconte une histoire avec un symbole graphique et une typographie. Qui suscite des émotions. Qui suscite des émotions, dans l'idéal. C'est ça. Voilà. Deuxième question, c'est quoi l'intérêt pour une marque d'avoir une identité visuelle ? Et en quoi l'intelligence artificielle peut aider ? Alors, mettre en place une identité visuelle de marque, je crois qu'aujourd'hui, ça paraît être une évidence, c'est-à-dire on est dans un monde qui est extrêmement concurrentiel, donc il y a bien un moment où il faut sortir du lot et dire regardez, j'existe, et puis on est quand même au 21e siècle, donc je crois qu'aujourd'hui on parle en plus d'éthique, il y a quand même beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte où donc il faut afficher son identité, sa philosophie, d'où donc cette importance de créer une identité forte, évidemment cohérente et je dirais honnête, c'est parce que ça, l'honnêteté pour moi aujourd'hui c'est extrêmement important pour une marque. Et en quoi l'IA peut nous aider ? Alors moi l'IA, ma manière de voir ça serait plutôt typiquement dans le processus du design thinking, on a dans la phase idéation. C'est là où l'IA pour moi va intervenir. En fait, l'IA aujourd'hui, je le vois pas, en tout cas pour moi, je le vois pas comme une proposition finale. Je le vois comme une capacité pour les créatifs à faire plein de tests-erreurs. C'est-à-dire que tout ce qui nous prendrait du temps dans notre création, l'IA va nous permettre en fait de gagner du temps, d'envisager des possibles qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps de développer autrement. Donc dans cette phase d'idéation et puis après dans la phase peut-être de prototypage aussi, on va faire plein de tout ce absolument qui sert en amont à créer cette identité. Je rebondis d'ailleurs au passage sur l'identité forte. Moi j'aime bien prendre le parallèle il y a 10 ans quand quelqu'un crée un food truck. Il y avait un camion, il y avait 2-3 boui-boui. Maintenant, tu te balades à l'université ou autre et tu as 2-3 food trucks. L'identité, elle est énorme. Oui. Tu vois qu'ils ont vachement travaillé leur camion, qu'il y a du flocage, il y a tout partout. Et jusqu'au carte de fidélité, tout est super. Voire même le papier pour emballer la nourriture que tu achètes. C'est ça qu'ils veulent rester en mémoire, en fait. C'est ça. Et puis, tu fidélises aussi à travers une identité visuelle. C'est ton capital sympathie aussi par rapport à ton client. Il faut que ton client, ta cible, s'identifie à ta marque, elle se reconnaisse et qu'elle soit fière de porter ton logo. C'est pas pour rien que toutes les marques de vêtements, t'as écrit les marques en gros sur un t-shirt. Top of mind, comme ils disent. C'est ça, tu fais partie d'une tribu, d'une communauté.
Voilà. C'est exactement ça. Les ambassadeurs. C'est ça. Troisième question, avez-vous des tips pour rendre unique une identité visuelle? Et en quoi les intelligences artificielles peuvent aider? Alors, le meilleur tips que je vais donner, ça n'a rien à voir avec l'IA, c'est l'analyse du client, l'analyse du secteur. Je pense que voilà, pour faire la meilleure identité visuelle possible, ça passe pas d'abord par une IA, ça passe d'abord par l'intelligence humaine. Et vraiment analyser vraiment le client, quelle est la demande, l'analyse de la cible, c'est presque de la sociologie. Bon, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse avec les sciences cognitives, mais c'est vraiment la phase d'analyse qui, pour moi, fait que ton résultat, ça sera le meilleur. Et l'IA, vraiment, je le vois vraiment comme plus tard, dans la phase d'idéation. Vraiment, pas en amont. Voilà, en amont, c'est d'abord un travail humain et j'insiste là-dessus. Ouais, et puis en plus du travail humain, il y a aussi ce que le client va te donner de contraintes. Complètement. Parce qu'il ne se rend pas compte, le client, mais plus il est large et plus il donne de la difficulté derrière à pouvoir interpréter ce que lui va avoir dans l'esprit là. Complètement. Et bien définir ta problématique de communication aussi. Alors, ça fait rigoler quand on met des mots comme ça, problématique, mais des fois le client, entre ce qu'il te demande et la réalité de ce qu'il faut transmettre, c'est pas la même chose. Donc le boulot du designer, c'est vraiment d'affiner, de poser des questions, de comprendre, d'analyser, de décortiquer. On est un peu des chirurgiens de la com sur cette étape-là. Et après, à partir de là, on peut développer une proposition. Puis il y a quand même la dimension conseil en plus, parce qu'au final, faut lui rappeler aussi que c'est pas parce que lui aime des choses que c'est le cas de sa cible. C'est ça ne marche pas de la même manière, c'est ça. Ça, c'est tout le problème de la création, c'est que ça touche les goûts et les couleurs. Ouais. Et ça, les goûts et les couleurs, c'est lié au vécu de l'individu, à ses mémoires, ses représentations mentales, sa culture, sa culture qu'il a ou qu'il n'a pas d'ailleurs. Et nous, notre boulot, le designer, c'est un gros boulot de pédagogie en fait aussi. Complètement. Expliquer ça. Alors des fois ça marche très bien, et des fois ça marche pas forcément. Exactement. Ça, c'est la vie du communicant. Mais là, le boulot de pédagogie, là on va l'avoir, et peut-être que Lorenzo va pouvoir rebondir un peu dessus, c'est qu'on a un projet notamment un peu de l'Asie, on va dire en ce moment, et la personne aime beaucoup tout ce qui est, on va dire, culture un peu bubblegum, un peu pop, ce qui pourrait très bien marcher sur son projet, sauf qu'on veut quand même garder la dimension asiatique, et à un moment donné, pour l'instant, les intentions d'humeur, tout ce qu'elle a donné étaient très proches de ce côté très américain. Voilà, et après, en plus, là, quand tu parles d'un secteur qui est quand même très fort visuellement, il ne faut pas en plus tomber dans les stéréotypes. Et oui. Il y a aussi cette difficulté-là aussi. Trouver un juste milieu. Et c'est pour ça que nous, le travail va consister à trouver de quoi peut-être trouver un compromis entre les deux. Ça. Et c'est ça qui pourrait être top, c'est si on arrive à peut-être trouver les deux, à matcher les deux éléments, on peut imaginer ça. Alors justement, Lorenzo, tu es en plein dedans. Comment tu organises ça, toi, à titre personnel? Déjà, j'ai essayé de faire pas mal de veille, donc pour déceler des styles qui font référence aux Coréens asiatiques, qui sont en même temps modernes, dynamiques, comme elle aime, le truc pop, très coloré. Et du coup là, on lui a proposé plusieurs moodboards, donc avec 4 styles différents qui étaient donc un pop coloré comme elle souhaitait, un plus moderne, avec un style, on va dire, plus digital, néon, coloré. Aussi un style plus traditionnel, rétro-asiatique, avec des couleurs un peu plus sombres, ternes. Un peu in the mood for love. Ah oui. Et tout ça peut-être en plus avec la difficulté de le ramener dans notre culture occidentale, puisque j'imagine que ça va se diffuser ici. C'est ça que je lui ai dit à un moment donné, j'ai dit tu mets beaucoup d'idiogrammes et de machins, mais ça se trouve ça veut dire des choses pour l'instant. Oui, attention à... Ça peut être complexe. Et le dernier style qui était plus le stéréotype, le rouge, jaune, asiatique, royal. Elle, elle a choisi plus le côté pop. Et là, on va devoir lui faire des propositions qu'on a déjà commencé, qui étaient donc des choix de couleurs, et après travailler sur des logos, du coup des icônes. Donc on va voir avec elle comment créer tous ces motifs pop. Alors à ce stade, on ne travaille pas avec l'IA.
parce qu'on va revenir à notre podcast. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas l'exclure. Ah, mais complètement. Et dans le parcours de création, comme dans les propositions, parce qu'à un moment donné, je pense que, comme tu disais, ça peut être un outil. Alors, c'est un outil. L'IA est un outil. Il faut vraiment le voir comme ça, au même titre que Photoshop, Illustrator. Oui. Quand Photoshop est sorti, il y en a plein qui ont dit... qu'on dit que c'était n'importe quoi en soi, que ça allait voler du boulot. Oui, mais pas du tout en fait. C'est un outil qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la créa. Et l'IA, c'est la même chose. Il faut vraiment le voir comme un outil. Alors le risque, on va le dire, le risque, c'est que les gens, ils aient l'impression, en tout cas ceux qui travaillent dans le secteur, que au-delà de piquer le travail, ce qu'on dit là, c'est que ce sur quoi se base l'IA, ce sont des œuvres existantes. Oui, voilà. Donc il y a aussi tout le problème des droits d'auteur. Exactement. Et donc, ça, c'est voilà. Pas bon. Et l'IA est entraînée dessus. Donc, pourquoi est-ce que s'ils sont entraînés dessus, ces auteurs-là n'auraient pas le droit à du revenu aussi ? C'est ça. C'est ça la question. Mais ça vaut aussi pour ChatGPT, en fait. Ah, mais c'est ça, c'est la même chose. Exactement. Maintenant, il faut que l'IA puisse nous donner sa source. Or, là, en ce moment, c'est un peu verrouillé. Quand tu demandes à l'IA, mais quelle est ta source ? Il y a toujours un doute qui plane sur la source. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, bien ça va créer des vides juridiques. Enfin, on le voit, ça commence déjà à poser des problèmes. Ouais. Il y a plein d'auteurs qui commencent à pu être d'accord avec ce système-là, ce qui est normal. Ouais. Et même sans aller jusqu'au deepfake, on n'est pas du tout là-dedans pour l'instant, mais c'est vrai que moi, je pense que le deepfake va être interdit dans pas longtemps. Ça, ce serait logique. Mais pour Midjourney, il faut trouver un cadre. Enfin, Midjourney, DALL-E 2 et compagnie. Il faut trouver un cadre et trouver comment l'utiliser dans une œuvre. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé, justement, de les utiliser pour des cas clients ? Ah, du tout. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est vraiment les quelques utilisations que j'ai eues, parce que voilà, moi, je suis au début de mes pratiques avec l'IA. C'est plus du test. C'est du test pour m'amuser. C'est plus de l'amusement. Moi, pour l'instant, ça m'amuse. C'est vraiment quelque chose qui m'amuse parce que je vois un monde infini qui s'ouvre à moi. Donc, merci. C'est un formidable outil. Après, concrètement, je ne l'ai pas utilisé pour mes clients. Je te donne encore un exemple pour te dire les phases par lesquelles je passe. Ça va être autant de l'amusement et du test, essai-erreur sur l'IA. Mais hier soir, j'ai fait un logo, j'ai ressorti mes pinceaux. Ouais. Je suis allée couper de l'herbe dans mon jardin parce que j'avais besoin de faire un motif concret. C'est un logo pour des maisons biosourcées. J'avais besoin d'organique. Pour moi, c'était inconcevable de passer par un ordinateur. Donc, je suis allée couper des brins d'herbe. Bref, j'ai travaillé tout un motif avec mes aquarelles, mes feutres. Enfin, voilà, j'en avais plein les doigts, plein la tête, comme dans un atelier. Et donc, tu vois, voilà, en fait, pour moi, il n'y a rien qui à exclure, en fait, en création. C'est selon ton propos, selon ce que tu détermines... ce que tu as envie de transmettre comme message, comme sensibilité aussi, tu vas utiliser tel outil. Donc ça peut être de l'IA, un pinceau, comme n'importe quel logiciel en fait. Pour moi, c'est ça en fait. Mais c'est avoir l'intelligence de choisir le bon outil, avec le recul qui va avec. En fait, c'est ça. Nous, on l'a déjà testé pour des cas clients, mais effectivement, ce n'est pas la majorité du travail. Je vais laisser Lorenzo parler peut-être de notre client pour qui il l'a testé la première fois. Donc, c'était pour Cavia, donc une marque de poivre. Donc, c'est une personne qui importe du poivre de Kampot. Au Cambodge. Oui, au Cambodge. Donc, c'est là où est produit le poivre. C'est un des meilleurs poivres du monde. Et du coup, on avait fait un visuel de mock-up où on présente son produit. Donc, c'est une petite boîte... avec le nom de la marque, le poivre. Et donc le fond derrière, je l'ai généré avec une IA Midjourney. Donc c'était un fond avec une espèce d'illustration digitale de poivre qui vole, qui explose en éclats. Pour créer ton illustration, t'as fait quoi ? Qu'est-ce que t'es allé chercher en fait ? Quels sont les prompts que t'as donnés pour générer sur Midjourney, j'ai tapé des... c'était le début, je m'y connaissais pas trop, donc j'ai essayé de taper des trucs assez classiques, en anglais, poivre qui explose, qui vole. J'ai essayé de détailler, d'avoir une bonne qualité, des couleurs un peu plus sombres. Enfin, je voulais pas un truc trop coloré, que ça soit vraiment un fond, que ça prenne pas trop, prenne pas trop d'espace sur le mock-up. Et du coup, après j'ai mis le mock-up avec un petit effet de lueur autour pour le faire ressortir.
Oui, bah, typiquement, un visuel assez alors ma génération, on appelait ça les refs. Finalement, ça va remplacer le ref quand tu fais voilà, une présentation. Tout à fait. Ouais. Après, c'est aussi, on va dire aussi pourquoi est-ce qu'on en est venu à ce client-là. C'est parce que la difficulté, c'est qu'il avait fait des très belles séances photos avec des mises en scène de photos de par une photographe professionnelle. Mais souvent, quand on comparait avec d'autres qui ont peut-être un peu plus de moyens et qui sont capables de faire de la vidéo de type je t'envoie des explosions, etc., qui n'était pas le cas du client en question, on se trouvait un peu réduit. Quoi, ça a ouvert les possibles, vraiment. Voilà, et donc c'est un océan de possibles, comme tu dis, comme Photoshop a rendu possible de travailler. Tous les montages, tu peux créer n'importe quel paysage. Exactement. C'est ça. Après, là où je vois que beaucoup ont plus peur, c'est que certains disent que c'est pas vraiment un outil, mais peut-être plus. Enfin, que la révolution elle est peut-être un peu trop grande. En quel sens ils disent ça? Non encadré, je pense. Que finalement, avec un simple texte, on peut générer carrément une création, une œuvre. Alors qu'avant, il ne faut pas oublier que l'IA, elle va puiser dans l'existant. Oui. Or, là, il y a une dimension artistique qui est intéressante. Oui. C'est qu'à un moment donné, l'art, il y a une singularité, il y a une granulosité. Et ça, l'IA, pour l'instant, ça, elle ne l'a pas. Enfin, je dis bien pour l'instant. Et c'est aussi le problème avec comme on a parlé tout à l'heure, les copyrights. C'est que les IA, comme Midjourney, tu peux préciser... inspire-toi du style de, je sais pas, Picasso. Oui, ça c'est un autre problème. Voilà. Mais après, s'il y a la transparence du créatif de dire inspiré d'après ou quelque chose comme ça, voilà, à partir du moment où tu es clair et tu sais que ça va devenir une obligation. Donc, en fait, dans les textes d'OpenAI, déjà, pour ChatGPT, c'est marqué qu'on doit préciser quand on travaille avec. Bien sûr, mais oui. Donc logiquement, Midjourney ou DALL-E va dire la même chose. Mais pour l'instant, c'est pas trop publicisé parce que ça fait pas bien. C'est ça. Mais on va être obligé. Mais bientôt, ça fera partie de. Ouais, je pense qu'il faut. Ça fera partie du commun. Après, je comprends. Enfin, moi, tu vois, j'ai intégré. Moi, Midjourney, je l'ai pas beaucoup utilisé à des fins pour nos clients. De toute façon, je fais pas créa pour l'agence. Mais par contre, je regardais tout ce que les gens faisaient. Ah oui, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais utiliser ces visuels-là qui, pour moi, n'ont pas de droit d'auteur vu que c'est juste un prop, et je vais les intégrer dans une présentation, tu vois. Oui. Et j'ai même écrit, j'ai fait propulser grâce à Midjourney. Bien sûr. Parce que je me sentais pas du tout légitime de dire c'est moi qui ai créé le. Mais c'est très bien. Mais au moins c'est honnête. C'est ça, mais il faut parce que voilà, il y a quand même un cadre éthique à essayer de trouver. Si on nous demande, on va pas dire on l'a fait, non, ça marche pas quoi. Oui, c'est ça, mais parce qu'après on va nous demander de le reproduire, puis on sera peut-être pas capable dans l'état. C'est ça. C'est l'intérêt de l'IA, c'est de nous permettre de faire des choses dont on n'est pas capable aussi. Oui, c'est moi ça. Par exemple, je suis graphiste, directeur artistique, on va dire, de l'agence. Mais j'ai pas de talent en illustration, par exemple. Illustrateur, c'est un métier. Alors attention, il faut préciser que l'IA ne volera pas le boulot des illustrateurs. Un vrai illustrateur, il me semble que ça restera toujours cette singularité. C'est de l'artisanat pour moi-même, le travail de la main. Je pense que ça faut le préciser. En tout cas, de toute façon, moi, je suis convaincue qu'il y aura deux manières d'utiliser les IA. D'une part, l'IA va redonner. Il me semble que l'IA va redonner du poids au travail de la main et au travail de l'humain, malgré tout. L'artisanat va peut-être remonter, justement, ça va redonner de la valeur à tous ces métiers, à l'intelligence de la main. Et puis, ça va aussi générer deux types de personnes, deux types de travailleurs. Alors, désolé, je vais peut-être être un peu cash, les feignants, qui vont utiliser de manière bête et méchante l'outil et qui vont vendre ça. On le voit déjà. Voilà, ils vont peut-être casser les prix, tout ça. Mais c'est pas grave. S'il y a des clients pour acheter ça, mais ma foi, tant mieux. Comme ça, ils viendront pas nous voir à nous. Non, mais c'est pas grave. Nous, on aura ceux qui cherchent une singularité et quelque chose d'unique. Et donc, les IA, que ce soit ChatGPT ou DALL-E, Midjourney, il y a ceux qui vont les utiliser de manière bête et méchante, comme un étudiant qui va pomper un texte de ChatGPT. Désolé, mais ça, c'est pas bon. Par contre, celui qui va utiliser l'outil, se le réapproprier avec intelligence, le combiner avec son savoir, avec son analyse, avec son art, et waouh, ça va donner des choses absolument incroyables et illimitées. Et je pense qu'on va avoir deux types de groupes qui vont émerger,
ceux qui se contentent de peu et les exigeants qui vont pousser le travail. Il y a déjà des outils qui permettent de distinguer. Voilà, voilà, c'est complètement, c'est ça. Dernière question, vous avez parlé de Midjourney, DALL-E, ChatGPT. Vous connaissez et conseillerez d'autres logiciels d'intelligence artificielle ? J'ai vu qu'il y avait des nouveaux aussi, Adobe je crois. Alors Adobe va lancer, ils vont lancer leur propre IA. Alors, Fire quelque chose ouais, ils sont en train de le développer justement en parallèle avec Adobe Stock parce que pour vraiment rémunérer les auteurs dont les œuvres vont être utilisées, déjà pour qu'il y ait une rémunération, une identification des auteurs, et tous ceux qui donneront leur autorisation pour ça, voilà, il va y avoir un cadre. Là, ils sont en train, de ce que je sais, aux dernières nouvelles, ils sont en train de travailler sur ce cadre-là. Ce que je trouve super, ça y est, ils sont en train d'encadrer. Donc, c'est pas sorti déjà ou un bêta ? Parce qu'il me semble que j'ai un ami qui avait reçu une clé bêta d'une IA Adobe, un truc comme ça. Pour l'instant, je crois pas, parce que je crois qu'ils ont encore des trucs à régler. Mais tu vois, ça va tellement vite que je suis peut-être pas au courant. Ouais. Et il y a aussi, moi j'en avais essayé une, c'était de Microsoft, je crois, qui permet de faire des posts pour des Instagram. Tu vas lui dire, voilà, tu vas faire une prompt, fais-moi un visuel, pour, je sais pas, pour du poivre, avec un texte, achetez mon poivre. Et faire un petit cadre, donc dans le format choisi, carré Instagram, avec un petit fond, une image de poivre et du texte. Mais bon, après c'était pas très convaincant. Ouais, pas encore. Mais je pense même que l'IA, à un moment donné, elle va nous aider même en termes de conseils de com. Alors ça c'est encore autre chose. Ça va optimiser notre manière de diffuser nos messages, parce que un ordinateur, il est capable de faire une analyse rapide de tous les canaux de diffusion, de dire que tel message, il sera peut-être mieux en utilisant tel canal, ou tel affichage, ton affiche, si tu la mets là, tu auras tant de vues, et il y aura peut-être plein de choses comme ça. Ça, je pense que s'il faut, le conseil va peut-être être amélioré, on va peut-être avoir de nouveaux outils là-dessus. Oui, c'est possible. Peut-être, je sais pas, de toute façon quand tu vois la vitesse à laquelle ça va... Ça va créer beaucoup d'emplois aussi. Complètement. Les gens se plaignent, mais je pense que, comme on dit, 80% des emplois qui seront en 2050 ne seront pas encore créés. Absolument, complètement. Et il faut que les gens ils se rassurent. De toute façon, c'est comme toute nouveauté, ridicule, dangereux, évident. Ouais, c'est toujours pareil. C'est ça, mais je pense que quand tu vois GPT-3, alors je digresse un petit peu, tu vois tous les travaux de Michal Kosinski, le psychologue de Harvard, le psychologue informatique pas de Harvard, grosse boulette de Stanford. Là, il a déterminé que ça y est, il y avait une théorie de l'esprit émergente sur GPT-3. GPT-3 aurait une théorie de l'esprit l'âge d'un enfant de 9 ans. C'est quand même incroyable quand même. Ça veut dire que l'IA, ça y est, elle est capable de comprendre la psychologie humaine. Donc, en termes, un designer, ça va nous aider, peut-être des choses comme ça. GPT-4, les tests là qu'ils sont en train de faire, donc toujours Michal Kosinski, il lui a posé la question comment il pourrait s'échapper. Il lui a sorti quand même un script Python pour pouvoir avoir accès à l'API d'OpenAI. Il a même laissé un mot, tout ça. Et puis le moment après où il lui a demandé comment on pourrait aider quelqu'un coincé dans un ordinateur, alors j'ai pas la phrase exacte, pour revenir dans le monde réel. Bon, là, ChatGPT-4, heureusement, a des barrières. Il a refusé de le faire. Mais c'est énorme. Ouais. Quand on voit ça, le test de Turing qui est plus valable avec le joueur de diplomatie, la Franz Brozev. Ouais, c'est ça, Brozev, qui est un joueur fake, qui a quand même fini premier d'une partie de diplomatie. Il a menti, il a négocié, il a trahi ses collègues. Donc il y a quand même un début de compréhension de la psychologie humaine, jusqu'où ça va aller. Mais nous, pour le conseil, je pense qu'à un moment donné, en tant que designer, ça va nous aider même pour analyser nos cibles, peut-être. Il y avait eu une IA, je crois, russe, qui avait été fait par un studio créatif, et qui faisait des logos, qui se faisait passer, en fait, le studio créatif, il faisait passer comme un vrai graphiste. Et du coup, ils avaient des échanges avec la personne, les clients, ils faisaient des logos. La plupart des clients, ils étaient contents du graphiste.
Puis ils ont annoncé finalement, au bout de quelques mois, que c'était une IA en fait. Oui, mais je pense que là, ça va se développer encore plus vite, tout ça. Moi pour conclure, je dirais juste, revoyez le film Her. Qui est fantastique. De Spike Jonze. Ou Ex Machina, qui est un peu plus flippant. Ex Machina est un peu différent, mais là, pour le coup, dans Her, il tombe amoureux de il est l'IA, terrible. Et l'IA évolue plus vite que l'humain. C'est ça. Et c'est un peu triste, mais c'est en train d'arriver. Et d'ailleurs, elle dit un truc très intéressant à un moment donné, parce qu'il ne comprend pas comment elle réagit aussi vite. Et elle dit, mais moi, je suis capable de bonifier mon intelligence par rapport à tout ce que tu m'as dit jusqu'à présent, et les recherches que je suis capable de faire. Un peu comme vous. C'est ça. Donc l'espèce humaine a évolué. On évolue beaucoup plus lentement qu'une IA, on est d'accord. C'est ça. Mais on a les émotions, nous. Et ça, pour l'instant, une IA, elle peut peut-être les comprendre ou anticiper certaines choses. La représentation de la beauté. Voilà, comprendre la notion de beauté. Ça, je pense que pour l'instant, c'est dans nos tripes et ça le restera. Et c'est ce qui nous distingue aussi des animaux. Hein. C'est ça. Quoique, il y a des débats, tu sais, sur la notion de beauté avec les animaux. Une intelligence animale. Il y a plein de... il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, de toute façon, dans cet univers. Et tant mieux. Mais pour l'instant, je pense que notre dimension émotionnelle... elle est déjà, même nous on la comprend pas, on sait même pas d'où vient notre conscience, donc de là à comprendre la conscience d'une IA, je pense qu'on a encore du chemin. Ça s'annonce passionnant. C'est ça, oui, à suivre de près. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci, avec plaisir. Mais oui. Puis on se recroise bientôt. Mais oui, tout à fait. Merci bien.